Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, nous aborderons le sujet bien connu, la rivière Blanche. La personne idéale pour nous en parler est sans doute le père Léopold Pigeon. Il nous a invités aujourd'hui à la résidence des Châtelets de l'Université Saint-Paul, où Richard Sauvé va l'interviewer. Bienvenue. Ça fait... Ah, un père Pigeon. C'est spécial de pouvoir discuter avec le père Pigeon. J'ai eu la joie, il y a quelques années, de rédiger un texte, Val des Monts, Val des Anges, une pièce de théâtre, puis j'ai pu progresser énormément grâce à ses écrits. Puis là, ben, j'ai été invité spécialement de pouvoir l'interviewer. Donc, je vais laisser la parole et la mémoire et tous les souvenirs du père Pigeon. Ça me fait plaisir encore, puis merci aussi de votre accueil. C'est rien du tout. C'est quoi? C'est vous qui m'honorez en venant comme ça aujourd'hui, là, ici à Deschâtelet. Hein? Parce que pour nous, les Oblats, vous venez me demander de parler de la Blanche. Bien, vous savez que pour les Oblats, c'est un endroit qui est fameux pour les Oblats. On est là depuis 1892. Alors, c'est tout naturel pour nous autres de parler. Autrefois, vous savez, on montait dans cette région-là par la rivière Blanche à partir de East Templeton. Hein? Alors, on s'est habitué à dire, bien, la Blanche, la Blanche. On montait à la Blanche. La campagne là-bas, ça s'appelait la campagne Saint-Louis, mais on n'a jamais parlé de la campagne Saint-Louis. C'est toujours, on monte à la Blanche. Je suis surpris d'autant plus que la rivière Blanche passe juste à côté de notre terrain. Hein? Alors, on parlait de la Blanche. Je suis un peu surpris qu'il n'ait pas utilisé de l'anglais dans ce temps-là. C'était tellement populaire. Portland ou des mots anglais. Non, il disait la Blanche. C'était la Blanche. D'ailleurs, vous savez qu'autrefois, Perkins, ça s'appelait la Blanche. C'était la Blanche Settlement. On décrit ça dans les livres là, des Templeton. C'était the Settlement of the Blanche. Et c'est après qu'on a pris le nom de Perkins Mills et on a eu un bureau de poste. C'est le bureau de poste qui a donné le nom à Perkins. D'accord. Ouais. Je me permets de faire un petit retour aux Oblats. Ils n'ont pas dû s'installer à Ottawa, les Oblats, en arrivant. Ils ont dû être à Montréal ou une autre plus grande ville. Ils étaient à Montréal vers 1840, puis 2-3 ans après, ils étaient ici à Ottawa. Et en 44 ou 5, ils étaient déjà dans la région de Perkins, dans les chantiers. Il y avait des chantiers dans ce temps-là. Perkins avait son moulin. C'était bien leur mission d'évangélisation, c'était clair, ça. C'était clair, oui, c'était ça, notre mission. Oui. Puis même dans les coins de nord perdus comme la Blanche, il n'y avait pas d'autres groupes, congrégations, c'était les Oblats. Non, à ce moment-là, non. D'accord. Non, à ce moment-là. Ouais. Puis votre intérêt pour la rivière Blanche, je comprends évidemment un peu les racines des Oblats, mais vous-même, vous avez l'air, on va en parler tantôt, des 1, 2, 3 volumes, des cartes, un paquet d'histoires sur la Blanche. Pourquoi vous êtes intéressé tellement? Bien, comme vous dites, c'est notre attachement au lieu d'abord. Hein? Puis le lieu, bien, était traversé par une rivière. Alors on s'est demandé à un moment donné, mais il faudrait bien aller à la source de la Blanche. Donc on ne savait pas où était la source. On s'est dit, ça doit être, vous savez, un petit trou en quelque part avec des broussards puis un peu d'eau qui sort. Et ma foi, quand on est arrivé là, les gens, c'était au lac Boisfranc. Et la Blanche sortait là, comme une belle nappe d'eau, là, hein, traversait le petit chemin, mais il y avait un petit pont, là, très joli. Et les gens avaient aménagé les abords. Monsieur Bélanger, il faut le féliciter, et puis surtout Madame Bélanger, ils avaient mis des fleurs sauvages et des fleurs cultivées tout autour. C'était merveilleux. On a photographié ça. On a développé la photo, puis on s'est dit, mais c'est merveilleux. On a photographié toute la rivière Blanche, depuis le lac Boisfranc jusqu'à la rivière des Outaouais. Remarquez bien, c'est là qu'on a découvert la Blanche. La Blanche est une petite rivière merveilleuse. Et vous savez, moi je regrette, moi aussi j'étais ignorant de la Blanche, mais je regrette aujourd'hui que les autres le soient aussi. Parce que les gens ont leur chalet sur la rivière Blanche, qu'ils admirent, mais dont ils ignorent le nom.
Puis pour me situer, moi aussi, là, M. Bélanger, ça c'était en 1900... C'est tout dernier, ça, là, ou monsieur? Non, non, moi je parle d'actuellement, là. Actuellement, là, si vous montez là, le long, vous allez jusqu'au lac Boisfranc. Et maintenant, si vous me permettez, je dirais un petit mot de l'importance de la Blanche. Ah oui, s'il vous plaît. Oui, oui. La Blanche unifie les cantons de Wakefield, Portland et Templeton dans une seule municipalité. Hein? Oh, la Blanche. Et c'est vraiment, écoutez, c'est vraiment ce qui unifie la municipalité. Portland, Templeton et... On commence par Wakefield en haut, on descend du côté de Portland avec le lac MacArthur, là, et on descend dans Templeton, et puis on va jusqu'à Gatineau et à la rivière des Outaouais. C'est drôle que dans les écrits, puis j'avais oublié un peu Templeton. Moi, je pensais que c'était complètement dans le nord. Non. Ah, ça revient vers l'Outaouais. Oui. Et vous avez des chutes, vous avez des cascades, vous avez de grandes nappes d'eau, vous avez des pouvoirs électriques, vous avez une foule de choses. Hein? Et marquez bien, au siècle dernier, les lacs ne comptaient pas. Les lacs, c'était simplement les réservoirs. Ce qui comptait, c'était la rivière, qui apportait le bois, qui apportait la force motrice pour les moulins à Cardé, les moulins à Cardé-la-Naine, puis les scieries, et ainsi de suite. C'est drôle comme phrase, les lacs ne comptaient pas. Non. Et aujourd'hui, encore, hein, enlever la rivière, qu'est-ce qui arrive aux lacs? Les lacs vont disparaître, ils vont... Mais enlever les lacs, la rivière coule toujours. Ah. Encore une fois, les gens ne se rendent pas compte de la valeur de cette rivière-là, chez eux, là. Oh. Alors, pour moi, la Blanche, c'est le symbole de la municipalité Val-des-Monts. De nos jours, ils se vendent beaucoup pour la villégiature, puis les estivants sont tellement heureux, mais s'ils n'ont pas de rivière... Il y a eu 3 vocations pour la région. D'abord, les bûcherons, le bois. Ça a duré assez longtemps. Vers les 1875, disons, on a eu les mines, jusqu'à 1925, c'est comme ça. Mica. Et puis après ça, c'était la vigiliature. Oui. Bon. Mais comme je le raconte dans le petit livre sur la rivière Blanche, vous savez qu'à un moment donné, la région a été menacée. Ici, à la ville d'Ottawa, ici, là, en 1910, il y avait des épidémies de fièvre typhoïde. On se demandait pourquoi. Les experts nous ont dit, c'est l'eau, messieurs, que vous distribuez à vos citoyens, c'est ça qui les rend malades. Alors, il fallait aller chercher de l'eau en quelque part. Et puis, on a dit, on va aller vers les lacs de la Gatineau. Les lacs de la Gatineau, c'était 2 lacs surtout, le lac de 31 000 et le lac McGregor. Il y a eu, mon cher ami, entre 1910 et 1915, tout un projet pour faire du lac McGregor un réservoir immense qui apporterait l'eau de 35 ou 36 lacs autour et qui inonderait, comme disons, tout ce que nous connaissons actuellement de la région. Un bon jour, les gens du conseil de Perkins ont appris ça. Ils n'étaient pas au courant. Ils ont fait une de ces colères, hein? Ça a détruit cette histoire-là. Oh. Mais vraiment, à un moment donné, il y a tous des plans. Vous pouvez aller ici aux archives d'Ottawa, vous trouvez tout un dossier là-dessus. On fait vraiment des études poussées, là, scientifiques, là, techniques, là, tout est à fait. Puis ça n'a pas passé. On a fait plutôt un plan d'épuration des eaux, ici à Ottawa. De nos jours, on parle tellement de matérialisme. Est-ce que dans ce temps-là, déjà, ils pensaient à de l'argent avec ce bassin? Ah bien, c'était l'eau. Écoutez, l'eau pure. C'était le salut pour la ville d'Ottawa. Et on ne pensait pas. Mais les gens du temps, les gens du conseil, ont parlé à ce moment-là de la valeur touristique à venir. Du lac et puis de la rivière. Il y avait 2 lièvres. Il y avait cette pureté, puis il y avait aussi l'attrait des... Oui, mais ça, les attraits, c'était du côté de Perkins, puis l'exploitation de l'eau, c'était du côté d'Ottawa, vous comprenez? Mais là, je fais le cercle. Qu'est-ce qu'ils font les Oblats dans ça? Au début, ils étaient là pour attirer par... Oui, mais les Oblats, nous autres, nous étions témoins un peu de tout cela, hein? Et puis alors, nous faisions partie de l'association du lac McGregor, hein? Et pour autant, ben, on a dû contribuer, je ne sais pas, on n'a aucune trace de ce que les Oblats ont pu faire en ce moment-là.
Il y avait des terres, ou il y avait des chalets, ou j'avais entendu parler de ça aussi. Il y a longtemps aussi, les Aublats avaient des coins plus... Il y avait même une église qui n'existe plus maintenant, je crois. Oui. Bien, actuellement, là, voici, vous parlez d'une église, il y a une chapelle là où étaient les Aublats, là. C'est appelé Katimavik à un moment donné. Oui. On a vendu, nous autres, toute la petite colonie, là, pour qu'on en fasse un terrain de jeu pour les jeunes, ce que M. Veilleux a fait. Hein? Bon. Mais il y avait à ce moment-là 2 gros bâtiments, l'abbaye et la chapelle. Et les 2 ont été bâtis en 1900. Ils seront centenaires l'an prochain. En l'an 2000, la chapelle sera centenaire. Ah. L'autre bâtiment a été victime d'un incendie. Alors donc, vous voyez... En auto, est-ce que je la vois? C'est là que je vois face au lac. Avec la nouvelle route, vous passez à côté, il y a toute une falaise, là, puis elle est au-dessus de la falaise. Mais cette église, on dit désaffectée maintenant. Oui, elle ne sert plus. On aimerait, si je peux ouvrir une petite parenthèse, on voudrait en faire un centre d'interprétation de la région. Ça serait fameux. Il y aurait des possibilités énormes de ce côté-là. Nous, notre coin de Perkins, Saint-Pierre-de-Waiville, on dit le nom. Nous, c'est Saint-Antoine de Padoue. À cette église-là, c'était quel saint? C'est Saint-Louis. Parce que toute la colonie s'appelait Saint-Louis. Celui de Baltimore, encore, c'est marqué Saint-Louis. Oui. C'est une église Saint-Louis, Baltimore. C'était Saint-Louis de France, parce que les pères, ici, au début, étaient français. Alors, c'est naturellement qu'ils ont parlé de Saint-Louis de France. D'accord. Oui. Eh bien, ce coin-là. Puis là, je vais prendre aussi ces questions pour le préciser encore plus. On dit généralement que la rivière, vous l'aviez parlé au début, commence au village de Perkins, puis les gens s'emmenaient tous là, encore je recule dans l'ancien temps, s'emmenaient là vers Perkins. Donc il n'y avait rien à Saint-Pierre ou rien à Baltimore? Ou... Bon, alors justement, voyez-vous, quand on parle de la Blanche, bien sûr, elle est plus abondante, la Blanche, à partir de Perkins. Vous savez, c'est un courant, c'est une vraie rivière, là. Hein? Mais il ne faut pas oublier que la rivière Blanche draine les lacs du nord, le grand lac de l'Écluse en particulier, vers le Wakefield. Ensuite, elle draine le lac Wakefield vers le MacArthur. Vous avez le culbut à ce moment-là, le culbut qui se déverse dans le Grand Lac. Le Grand Lac se déverse dans le lac Dam. Et c'est la rivière Blanche qui fait ça, là. Elle se déverse dans le lac Dam, et le lac Dam se déverse dans le McGregor. Le McGregor va jusqu'au pont Nadon, là. Et là, la Blanche commence, là, vraiment royale, si vous voulez. Elle s'en va par Perkins jusqu'à la rivière des Outaouais. Sans aller dans les détails, c'est quoi culbut, décharge, déversoir? C'est-tu la même chose, ça, ou c'est complètement différent, ça? Non, c'est la même chose, ça. Ah, d'accord. OK. Il y a eu un pouvoir électrique aussi d'établi, là, au High Falls. Puis là, on est en train de la reprendre actuellement, là. On la reprend, là. On va refaire le barrage et puis le pouvoir électrique de High Falls. Le petit High Falls, pas le grand High Falls du Lièvre. Ça, c'est pas des vœux pieux ou vœux politiques? Oh non, c'est en train de se réaliser. On bâtit la chose actuellement. Oui. Ça, c'est le nom du chemin pour l'électricité. Ça, c'est plutôt dans Gatineau, ça. On arrive dans Gatineau, là. La rivière... La Blanche coule dans Gatineau jusqu'à la rivière des Outaouais. Alors, tous les petits barrages qu'on voit un peu à Val-des-Monts, dans l'ancien temps, ils visaient aussi cette électricité-là, en tout cas, où ils visaient quelque chose comme force. Puis là, toute la Blanche recevait l'électricité grâce au Nord. Bien, je ne sais pas, autour de Sainte-Rose-de-Lima. Okay, il y avait une unité, là. D'accord. Brièvement, le parcours de la rivière Blanche, vous nous avez parlé du lac MacArthur, le lac Dam. Celui-là, il y a un pont, là aussi, il y a un barrage qui est superbe. Oui. Ça aussi, c'est le barrage du lac, parce qu'il y a 2 noms de lac. C'est le barrage entre le lac Brassard ou le petit lac Dam autrefois. Mais ça s'appelle maintenant le lac Brassard et le McGregor, qu'on appelle parfois le McGregor, parce que maintenant c'est devenu pratiquement français, là. Alors, en français, on dit McGregor, puis en anglais, McGregor. Puis McGregor, c'était une souche écossais. Après ça, c'était amérindien. C'était-tu les pères Aublats qui ont donné ce nom-là? Non. C'était pas un père McGregor? Non. La rivière Blanche est connue depuis 1815 par Joseph Bouchette, l'arpenteur général de la province de Québec à ce moment-là.
lui, dans ses livres, il en parle comme d'une chose connue. Donc, on peut penser que le nom de la Blanche est antérieur au canton Templeton même, qui a été établi en 1791-92, dans ces années-là. Hein? Le nom de la Blanche existait avant le canton de Templeton, comme nom, là. Hein, tu sais. Et puis on en parle à partir de 1815, donc c'est pas d'hier. Et on a fait le tracé, nous autres, de la Blanche à partir du lac Bois-Franc. Hein? Ouais. Et on s'est aperçu qu'on était en train de changer le nom de la Blanche. Ce tronçon-là avait acquis un nom anglais, parce que les gens de langue anglaise habitaient de chaque côté de la rivière, et pendant 50 ans, c'était juste équitable qu'on appelle ça le ruisseau chez McNeil. Mais on a trouvé des cartes antérieures de 1885 du curé Labelle. Et le curé Labelle il avait fait une carte de toute la région, et en toutes lettres, c'est indiqué là, pour le tronçon Bois-Franc-Wakefield, la rivière Blanche. Alors, il n'y a pas de doute possible. Et là, maintenant, on a remis sur les cartes officielles la rivière Blanche. Maintenant, donc, on peut être assuré que tout le parcours de la rivière Blanche est assuré et nommé comme tel. Mais on voudrait que les gens, quand même, apprennent le nom de leur rivière. C'est pour ça qu'on a fait ce petit livre-là. C'est pour dire aux gens, écoutez, vous avez une très belle rivière qui est là. Il faudrait que vous puissiez vous rendre conscient de la valeur de cette rivière-là, puis améliorer les bords partout, l'embellir. D'accord. L'embellir. Oh, oui, le parcours aussi avec les vieilles cartes, on va en prendre une qui ici. Oui, ça, petit détail pourquoi l'appeler la Blanche? Parce que l'eau bouillonnait, parce qu'il y avait une Amérindienne cachée. Il y avait une légende. Il y a différentes explications de la chose, mais chacun il va de son explication, mais on me dit que le fond de la rivière, à un moment donné, était plutôt grisâtre. Blanchâtre, hein, tu sais? Et on l'appelait la rivière Blanche. C'est la seule explication qu'on peut donner. C'est pour ce que ça vaut. Oh, d'accord. Puis là, encore là, c'est là qu'on voit ici un peu un des... Oui, ça, c'est une très vieille carte de 1860 qui nous donne déjà les gens qui habitent le long du lac McGregor, là, et puis de la rivière Blanche un peu. Là, hein. Alors, c'est très intéressant. C'est la plus vieille carte. Et c'est la première carte sur laquelle on trouve le nom du lac McGregor. D'accord. Bon. Puis moi, dans ma recherche, c'était un Amérindien, McGregor. Est-ce que c'est bien vrai ou non? Il y a une demoiselle des archives de Hull qui a fait une petite recherche sur le nom du lac. Elle croit, elle, que c'était un monsieur McGregor qui habitait dans la région de la Salette, qui venait souvent sur le lac et qui, fort probablement, ensuite en parlait d'une façon élogieuse. Puis on a dit, c'est le lac à McGregor. Marquez bien sur les vieilles cartes, c'est ça, hein? C'est pas le lac McGregor, c'est le lac à McGregor. Et en anglais, c'est McGregor's Lake. En l'apostrophe Oui. S. Tout à fait comme le lac MacArthur. Tous les lacs ont originé comme ça. Hein? C'est quelqu'un qui passe là, puis on dit, bien, c'est son lac. C'est son lac. C'est le lac à McGregor. C'est le lac à MacArthur. Tu sais? Alors, c'est comme ça que c'est venu. Je suis toujours un peu ébahi par autant d'histoires. On regarde ça, puis on dirait qu'on est rendu à l'an 2000. On prend ça tellement pour acquis. Ah oui. Puis les Oblats sont allés 2-3 fois. Il semblerait que ça a été échelonné pendant des années aussi. Entre 1892 et 1900, on est allé là 3 ou 4 semaines par année de vacances sous la tente. Et en 1900, on a bâti l'abbaye, dont je vous parlais tantôt, mais qui malheureusement a été la victime d'un incendie. Et la chapelle a été bâtie à ce moment-là. Et la chapelle, c'est un vrai petit bijou gothique. Hein? C'est quelque chose de très beau. On a dû l'agrandir, ça nuit un peu à l'unité, mais elle est encore là. Tout est encore là. J'ai eu le bonheur d'enseigner à Perkins même, puis de voir l'hiver, le Val-des-Monts, c'est super, c'est tellement beau. Mais dans ce temps-là encore, 1900, c'était une aventure périlleuse pour les Oblats de partir, parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait pas, je pense pas, de motoneige. Oui, là. mais vous pouvez même penser que c'était périlleux pour les gens, pour les habitants. Hein? Imaginez-vous, par exemple, vous êtes établi sur une petite ferme là, du côté de Perkins, ça, sur le 9e rang, par exemple, puis vous avez un enfant qui tombe malade. Alors, qu'est-ce que vous faites?
Les médecins sont à Ottawa et vous avez des chevaux pour y aller. Ça prend au moins une grosse journée. Aller, une journée, revenir. Alors, ce sont ces gens-là qui ont vécu la colonisation là, de cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'on doit reconnaître ceux qui étaient là à l'origine, reconnaître les efforts qu'ils ont faits. D'ailleurs, vous savez, tous les gens qui ont des ancêtres à Perkins ne se connaissent pas tant qu'ils n'ont pas connu leurs ancêtres. Il faut avoir des racines. Qu'est-ce que c'est que l'Amérindien avait dit? Alors, ouais. Le premier volume, là, est intéressant pour ça. Parce qu'il parle des premiers habitants, les premiers colons, hein? Et avec ce qu'ils avaient comme ferme et puis leur richesse personnelle. Alors, on fait là-dedans l'histoire des mines, l'histoire des chemins, l'histoire des lacs. Alors... les moulins, oui. Celui-là, ben ça, c'est John Adam Perkins. Ben oui. Et il y avait les familles au complet. Oui. Les premières bâtisses. Alors, ça, c'est les junioristes, les étudiants junioristes. Ils sont allés là avant nous. Ils sont allés là, les autres, une année avant nous. Mais ils ne sont pas arrêtés au lac McGregor. Ils sont passés tout droit et ils sont allés sur le Grand Lac. Voyez-vous? Et puis les gens sont tout étonnés, les gens du lac, quand on leur montre ces bâtiments qui étaient là en 94 à peu près. Voyez-vous? Imaginez-vous ce qu'il faut comment va-t-on apporter le bois et tout le reste pour bâtir en pleine forêt là, des maisons pareilles. Ça, il n'y a aucune trace, donc. Non, oui, mais les fondations sont encore là. Les fondations sont encore là. Oui. Mon Dieu, ça demandait du courage. Est-ce que là, c'est une expression un peu anglaise, je m'excuse, Papichon, il y avait une baille, qu'est-ce que c'est l'expression, où tout le monde s'entraidait, ou c'était... Non, pas à ce moment-là. Il n'y avait pas encore assez de gens autour. Voyez-vous? On passait par Perkins quand même, hein? Puis on mettait le bois sur le lac. On faisait flotter d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment, moi, là. Et puis on le traînait jusqu'à l'autre bout du lac, et puis là on faisait un portage, et puis on... J'aurais cru qu'il y avait des centaines d'hommes et de femmes, à ce moment-là, il y avait un chemin qui traversait, qui faisait le tour du lac, hein? Parce qu'au début, il n'y avait pas de chemin. Parce que, vous savez, par l'histoire, on sait que les gens, autrefois, on leur accordait un lot. Un lot, c'est 1 mille par un demi-mille. Considérable. Mais ils devaient bâtir le chemin à côté de leur ferme. Alors, voyez-vous, vous avez votre ferme, vous bâtissez votre petit bout de chemin. L'autre bâtit son petit chemin à sa façon, puis vous à votre façon. Ça faisait des drôles de chemins au début, mais il y avait quand même des règlements qui aidaient. Voyez-vous? Alors, au début, vers 1889, il y avait un chemin qui partait de Perkins, faisait le tour du lac jusqu'à la pointe des Iels, là où est l'hôtel de ville aujourd'hui, là. Les Iels, ça c'est connu aussi. Il y avait une... Donc, quand les Oblats sont arrivés là, en 92, il y avait à peine un chemin. Tu sais, il y avait à peine un chemin, mais écoute. Puis il y avait seulement quelques familles, il n'y avait pas des centaines de familles. Il y avait quelques familles. Vous avez dit 2 fois le verbe « il devait ». Il n'y avait pas le choix, ils étaient obligés de remplir leur contrat de maison, de rue. Puis s'ils ne le faisaient pas, ils pouvaient perdre. Ça allait jusque-là. Absolument. C'était les seuls règlements qu'on leur imposait. Voyez-vous? J'ai entendu aussi que vous aviez fait des cartes, même vous autres. Il y avait eu M. Bouchette, vous parlait tantôt. Oui. Mais les Oblats aussi, il y avait un cartographe aussi. Il y avait quelqu'un qui connaissait. Oui, bien, on avait un frère, un père Savard, qui a fait, il était un ancien arpenteur lui-même. Alors, qui a fait le plan de notre propriété. Oh. Et ensuite, bien, quand on faisait arpenter les terrains pour les vendre ou pour les acheter, on faisait un peu d'exploration. J'ai les mains pleines, chers téléspectateurs, et ça va prendre une deuxième fois. Ça ne peut pas se parler et épuiser, aller voir tous les recoins du père Pigeon dans ses écrits. Donc, on va se retrouver encore une autre fois avec un grand plaisir. Puis, on va vous reparler de peut-être des petits coins cachés que vous ignorez. Puis, le père Pigeon a tellement d'aventures lui-même à raconter. J'en reviens toujours aussi de 85. Donc, ça fait déjà 14 ans. J'espère avoir un peu de sa passion pour l'écriture ou au moins pour la recherche. Donc, à très, très bientôt. Je voulais voir le troisième. Celui-ci, il va être cartonné, il va être imprimé, oui, j'imagine. à peu près comme celui-là. Oui, à peu près comme celui-là. Puis, est-ce qu'on va le retrouver aussi dans le coin de Val-des-Monts ou encore là, Mme Charon? Oui, encore là. Là, celui-là, comme de raison, va être plutôt pour les gens du lac. Hein?
immédiatement. Là. Ah, les îles! Les Ah, îles, oui, puis d'accord. Rios, ce sont les gens. D'accord. Celui-ci devrait intéresser tous les gens de Val-des-Monts, celui-là. là. Celui-ci, la Val-des-Monts, d'accord. C'est celui-là qui a évidemment les photos en couleur. Oui, oui, tout, oui. D'accord. Est-ce que celui-là va avoir aussi des reproductions en couleur? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Toutes les îles, on a photographié les îles. On a photographié les îles. Alors, D'accord. Donc, oui, on a les mêmes qualités de photos que le deuxième volume. Là. Le photographe, c'est des gens de la région ou c'était un autre bloc? C'est nous autres qui faisons. On n'est pas manchots. Vous faites tout, vous n'êtes pas manche. Est-ce que vous avez, Père Pigeon, c'est enthousiasmant. C'est tellement intéressant. On s'imagine...